Nous sommes des guerriers et des guerrières. Simplement. Même comme j'étais là vers la fin. Oh. Ah là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone est tombé là. Après, voilà, je ne voyais plus rien. Plus rien du tout. Je ne voyais plus rien. Même pour faire monter quelqu'un, je ne pouvais pas le faire. Je sais pas pourquoi. Mais ça s'est passé ainsi. Je suis obligée de refaire le live. De lancer le live en fait. Zénon, refais ta demande s'il te plaît. Du coup, je ne voyais rien. Quand tu as même fait ta demande là, je ne savais même pas que tu as fait la demande. Quand le téléphone est tombé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai tout perdu. Je voyais plus rien. C'était juste le test qui était devant vous là. Mais je ne savais même pas le nombre de personnes qu'il y avait dans le live. Donc, je ne connaissais rien du tout. Ouais. Non, ils ont dû signaler, je pense, peut-être, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un écran qui était tout noir et en général, c'est que quelqu'un m'avait signalé. Donc Exact. ça doit être ça peut-être, ouais. Mais en gros, moi, ce que je voulais te dire, hein, Oui. tu vois, tout ce que tu viens de lire là. Quand tu as parlé, attends, je remonte un peu plus haut. Attends, quand tu parlais de Galam, il me semble que c'est ça. Ouais, les Galas. Ok. Lui, les Galas. Galas et qui là encore? Les Galas et... Les Galas, les Borani Galas, etc. Les Wagalas. En fait, hein, je suis allé regarder les Galas, ce sont les Oromos. C'est un peuple que tu vois en Éthiopie. Et je... Oui, les Oromos, c'est des peuples que tu retrouves en Éthiopie. Mais les Éthiopiens, là, vous êtes des guerriers des... Oui. Les Tu les gars, ils retrouves en ont Éthiopie. bastonné. Tu les retrouves aussi au Kenya. Tout ce qui est Borani Galas, là, tu les retrouves au Kenya. J'ai regardé. Et On va faire ce boulot. ça prouve encore une fois, hein, que l'islam n'est jamais arrivé dans la paix en Afrique de l'Est. Parce qu'on entend beaucoup, hein, de gens venir nous expliquer, non, mais vous savez, c'est arrivé par le commerce, on a discuté avec eux et puis ça s'est installé. C'est faux. C'est faux à partir du moment où vous dites qu'ils ont lutté face à ça. Mais tu ne luttes pas face à quelque chose qui n'est pas violent. Et en l'occurrence, qu'est-ce que l'islam préconisait? C'était les razzias. Tout le chapitre que tu viens de lire là, et c'est pour ça que j'aime bien cet ouvrage, il te parle de la traite, ou plutôt des razzias qu'il y ont eu dans toute l'Afrique du Nord, celle qui menait jusqu'au Caire en Égypte, et ce qu'il y a eu aussi dans la Corne de l'Afrique. Et oui, et donc c'est les mêmes descendants aujourd'hui complètement chamotisés qui viennent nous expliquer que non, on a toujours été là, ou bien que oui, l'Éthiopie, ça a été un pays qui est toujours clair de peau, de métissage. C'est un mensonge total. Ceux qui disent ça, c'est parce que probablement ils ont des ancêtres esclavagistes dans leur lignée. C'est ça la vérité en fait. Donc les Galas ont lutté face à ces types. Et on te dit bien, on te parle de barrières arrêtées du côté de l'Orient, à arrêter du côté de l'Orient l'invasion musulmane. Tu vois un peu, on parle bien d'invasion. Invasion. Donc ça ne s'est jamais fait dans la paix. Ça c'est un mensonge. Aujourd'hui, les gens viennent s'exprimer avec leur science que oui, non, c'est pas partout le même phénomène. Ben si. Si, quand on parle des religions abrahamiques, hein, c'était partout. Et donc c'est le fameux Zimba en question, ben, qui est venu, qui a lutté face à ces trucs-là. Autre chose, bon c'est un peu différent, mais tu as lu un passage, je relis la phrase, hein.
C'est au niveau de la 242, un peu vers le milieu du texte. On te dit, après les 45 000 habitants, lorsqu'on lit ces détails et surtout lorsqu'on songe à la République de Libéria, fondée sur les côtes de la Guinée par les États-Unis et se développant si péniblement malgré un tel patronage. Aujourd'hui, il y a des nègres qui viennent nous expliquer que le Libéria a été fondé par des Afro-Américains. C'est faux, on vient de vous le dire encore. Oui, tu as raison. Puisque j'ai même fait passer la vidéo tout à l'heure, ils ont dit ça à l'intérieur, que ce sont les Afro-Américains qui sont venus s'imposer là-bas au Libéria. Relis Oui. la page là, s'il te plaît. Tu as dit Oui, pas combien? 242. Vas-y. Voilà. Tu verras, il y a 45 000 au niveau du texte. Descends Oui. encore. Vas-y, descends. Descends. Encore. Oui, c'est ça ici. Voilà. Après 45 000 habitants. Lorsqu'on lit ces détails, et surtout lorsqu'on songe à la République de Libéria, fondée sur les côtes de la Guinée par les États-Unis, et se développant si péniblement, malgré un tel patronage, il ne vient plus d'un doute à la pensée. Donc on dit la vérité quand ce ne sont pas les Noirs qui ont fondé cet État-là. Et oui, regardez bien le drapeau du Libéria. C'est celui des États-Unis avec une seule étoile. Donc ils l'ont fondé pour qu'il puisse servir de base arrière. Voilà la vérité. Voilà comment le Libéria a été fondé. Et nous, on a lu un ouvrage qui s'appelle Two Centuries of US Military in Liberia. L'auteur t'explique exactement la même chose. Il te dit exactement la même chose. Au tout début, il dit, je lis, le premier chapitre démontre, contrairement à l'opinion générale, que le Libéria n'a pas été fondé par des esclaves affranchis par des propriétaires d'esclaves aux États-Unis avec le soutien de l'ACS, une organisation philanthropique, mais par des propriétaires d'esclaves américains blancs en étroite collaboration avec le gouvernement américain. Donc, c'est le gouvernement américain qui a créé cette colonie. Maman, là, tu viens bien clair parce que en fait, ils ont parlé des Noirs, en fait, qui sont venus, donc ceux qui ont été affranchis en Amérique et ils se sont installés, on les a envoyés pour conquérir le Libéria. Mais là, tu es clair, quoi. Tu précises que c'est le gouvernement américain qui va venir créer l'État Libéria, en fait. Oui. Mais via, comme par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec les Noirs qu'on recrute pour pouvoir déstabiliser l'AES. Mais c'est comme ça justement qu'ils sont toujours en train de fonctionner. Il fallait avoir des positions partout en Afrique. Les États-Unis étaient à l'ouest, du côté du Libéria. Ensuite, il y a eu des rivalités justement inter-impériales, comme ils le disent dans l'ouvrage, entre la Grande-Bretagne, parce que elle était en Sierra Leone, et la Sierra Leone a une frontière avec le Libéria. Eh oui. La Côte d'Ivoire aussi. Il y a eu un problème là-bas. Pourquoi? Parce que la France était présente. Chacun voulait annexer cette zone-là et il y avait aussi les États-Unis. Donc, il y avait les trois, Grande-Bretagne, France, États-Unis. Et il y avait la Hollande aussi qui était présente en Sierra Leone. Beaucoup n'en parlent pas. La Hollande était présente à cette époque-là, le Pays-Bas. Ensuite, les États-Unis étaient du côté aussi de l'Est de l'Afrique de la Corne, du côté de l'Éthiopie, avant que l'Érythrée ne naisse. Et ils ont soutenu Haïlé Sélassié. Ils ont été ensuite du côté de la Somalie, notamment pendant la guerre de l'Ogaden et pendant la guerre de sécession de l'Érythrée. Ils ont été du côté de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale aussi quand il le fallait. Et ils ont été aussi du côté de l'Afrique du Nord avec le Maroc. C'est pour ça que le Maroc était aligné avec les États-Unis pendant la guerre de sécession en Afrique de l'Est. C'est ça la vérité. Tu vois un peu? Oui, c'est ça. Parce que là, quand ils expliquent ça dans la vidéo que j'ai fait passer, là, en fait, c'était comme si on se vendait entre nous. En fait, on s'esclavagisait entre nous. Puisqu'ils n'ont pas fait allusion au gouvernement quoi, à l'État américain. Non. Mais oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Libéria, ils ont pris des types, ils les ont envoyés en Afrique, mais sauf que c'était plus des Africains authentiques dans la mesure où ils étaient complètement christianisés. Tu vois un peu?
Oui. C'est comme ça que ça s'est passé et ils les ont utilisés comme agents auxiliaires. Mais c'était les États-Unis qui étaient derrière. Et pour preuve, dans le même ouvrage là de Niels Hahn, hein, tous les capitaux du Libéria ne restaient pas au Libéria. C'était les États-Unis qui empochaient tout. Surtout si tu as des espèces d'entreprises privées. C'est ça en fait le truc. Parce que le principe même, et ça c'est ce qu'on regardait la dernière fois quand on faisait un live sur les dom-toms, quand tu as une entreprise qui est privée, tu as, comment dire ça, les bénéfices, ce sont les actionnaires qui les touchent. Les actionnaires sont américains. Jamais ça va rester au pays. En Côte d'Ivoire, quand tu vois les espèces de mines d'or, il y avait un truc comme ça que Fétiche lisait. C'était marqué privé extérieur, privé extérieur, privé extérieur à chaque fois. Ça veut dire que ça n'appartient pas aux Ivoiriens. C'était la même chose pour le Libéria. Et c'est quand William Tolbert est arrivé au pouvoir, il a dit aux États-Unis, c'est mort. Tous les capitaux là vont rester chez nous. Ils ont fait assassiner Tolbert, ils ont mis Samuel Doe au pouvoir. Un autre esclave volontaire. Samuel Doe s'est fait tuer, ils ont mis une autre marionnette au pouvoir. C'est comme ça que ça marche avec eux. Et oui. Et ils veulent faire apparemment... Enfin, moi, c'est l'analyse que je fais en tout cas. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Ils essaient probablement de faire la même chose avec le Bénin. Comment tu expliques qu'on accorde facilement des nationalités? Bon, c'est très bien que les gens fassent des retours aux sources. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Bénin, c'est un pays de la France-Afrique. C'est la France qui prend les décisions. Quand tu vois Claude Iciard qui a un poste au sein du gouvernement, mais c'est la France qui l'a probablement mandaté. Donc c'est exactement le même phénomène qu'ils sont en train de reproduire. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Macoubi. Mais en fait, Zénon, c'est la même chose, non? Quel est le pays qui donne la nationalité facile comme ça là? En fait, il y aura des Noirs déjà formés, bien préparés, pour aller faire le boulot là-bas, en fait, qui auront la nationalité, mais ils seront confondus dans les différentes nationalités de ceux qui souhaitent vraiment revenir sur leur terre natale. Ils seront confondus. Donc, on va pas les voir à l'œil nu. Donc, ils vont ancrer dans, comment je peux dire, dans ce groupe de personnes, mais ils seront là pour pouvoir mener leur objectif que les mecs leur ont donné, tout simplement. Parce que quel est le pays qui a fait ce que le Bénin a fait là? Il est le seul pays dont on a retiré des enfants. Et c'était le seul. Pourquoi le Cameroun n'a pas dit pareil? Pourquoi l'Éthiopie n'a pas dit pareil? Pourquoi? Est-ce que, alors que là, tu as vu là où s'est déroulée la crête, donc on a plus pris les gens de ce côté-là. Donc, le Bénin n'est que le seul pays jusqu'à l'instant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déclaré qu'ils vont donner les nationalités comme ça là. En fait, ce qu'on essaie de faire comprendre, hein, rebonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, on a intérêt à garder les deux yeux bien ouverts, mais vraiment bien ouverts, parce que c'est par ce processus-là qu'ils ont fait leurs infiltrations. C'est ça. Oui, c'est ça qui s'est passé. Oui, c'est ça. Et je répète encore, je dis le Bénin, oui, pour la simple et bonne raison que c'est un pays mère de la France-Afrique. Voilà la chose qui fait pencher ma balance de l'autre côté, sans hésitation. Parce que c'est pas Patrice Talon qui prend les décisions. Vous pensez que quelqu'un qui a dit « ouais, on va devoir s'excuser parce qu'on a participé à ça » alors que l'esclavage n'a jamais été une pratique endogène à l'Afrique, et ça on l'a lu plusieurs fois. Lui là, il va faire quelque chose de bien pour l'Afrique. Lui qui a reçu le général Lecointre, il va faire quelque chose de bien pour l'Afrique. Mais il faut que les gens se réveillent un peu. Voilà. Donc... Ce général qui a dit qu'il doit revenir, même si c'est militairement recoloniser l'Afrique, c'est lui qu'on a reçu. Un Africain qui l'a reçu. Exactement. C'est comme si on te dit, toi le père de famille,
Il faudrait qu'on avait d'abord, on avait vu elle, ta fille. Tu es au courant. Là, le violeur vient te dire que je dois encore revenir violer ta fille. Après, le violeur vient, tu l'accueilles dans ta maison. C'est absurde. Non, mais c'est compliqué, toutes ces histoires-là. En tout cas, franchement, l'ouvrage en question, c'est vraiment une pépite. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de gens qui le lisent. C'est dommage, hein. Voilà. Donc pendant que nous, on est en train de nous prendre pour des fous, ben, c'est nous qui détenons la vérité. Fin de l'histoire. Voilà. Merci, ma poupée. Merci pour ton intervention. Désolé encore pour tout à l'heure, je ne voyais rien du tout. Bon, du coup, on nous dit ceci. Voilà donc un État africain qui a pris autant pour moi sa part dans cette lutte contre les négriers, à laquelle les marines européens doivent concourir. En même temps que ce concours, il faut qu'elle apporte à ce petit État une aide et un appui dont il ne saurait se passer. Laisse tomber, on n'a pas besoin de vos aides. Erreur. En fait, qu'est-ce qu'il dit là? Zimba, ce monsieur-ci là, il a accueilli des fugitifs esclaves, donc des esclaves de noirs qui ont échappé au carnaval qui se passait que les Arabes faisaient. Donc, comme les Arabes attrapaient les Noirs, nos familles là, dans les royaumes, du coup, il y en a qui fuyaient. Et c'est ceux-là qui fuyaient partaient dans une île appelée île de Pata. Zénon, s'il te plaît, est-ce que tu peux me couvrir un peu là où se trouve l'île de Pata? P-A-2-T-A. Ils vont aller dans cette île-là. Et Zimba, ce monsieur-ci là, va les accueillir, eux tous. Tu arrives, on te demande de construire dans une maison, tu la construis. Chaque soir, vous faites les tours pour aller contrôler les côtes du territoire de l'île. Ils ont réuni comme ça là 45 000 habitants dans cette île. Et ils ont fait face aux Arabes. Ils disent, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, ils disent que non, les Noirs n'ont rien fait. Voilà quelque chose qui s'est produit pendant la traite arabo-musulmane. Ça s'écrit comment, tu m'as dit? C'est P-A-2-T-A. Ok. Dans île de Pata, je connais, j'ai essayé de fouiller là même, mon ordinateur là me dérange un peu dans le clavier. Essaie un peu de nous trouver ça là, s'il te plaît. Déjà, Zimba a chargé Monsieur Richard Bonnet de négocier et d'ouvrir des relations entre l'Allemand et lui. Au sud du fleuve Dana, la Crète ne rencontre plus devant elle une résistance aussi sérieuse. Ces caravanes sont nombreuses et une route fréquentée les conduit jusque sur l'étage des grands lacs où le Nil prend sa source. Le capitaine Speck, donc celui qui a donné le nom du Nil là qu'on a aujourd'hui, donc lac Victoria, qui parcourait cette route de 1860 à 1862, à cette période-là, jusqu'à 1864, là, c'est là où la Crète était rude, a rencontré de nombreux trafiquants. Il a vu passer leurs esclaves enchaînés. Il a été le témoin de leur lutte. Et quelquefois, il s'est trouvé, malgré lui, engagé dans leurs négociations avec les indigènes. Donc, malgré qu'ils attachaient nos ancêtres avec les chaînes là, nos ancêtres étaient en train de résister, de bagarrer contre eux, sur la caravane, sur les routes qu'ils avaient prises. C'est lui qui nous servira de témoin pour ces congrès. Donc, monsieur Speck qui a fait, il est ancré en profondeur pour aller chercher où le Nil prenait naissance, jusqu'à arriver au lac Victoria, dans le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Il va aller jusqu'à dans ce pays-là. Et c'est lui qui va voir tout ce qui se passait. Tout ce que les Noirs faisaient subir aux Arabes et que ce que les Arabes faisaient subir aux Noirs. Donc, il va donc raconter ce qu'il avait vu à cet écrivain. Je l'ai trouvé, l'île de Pâte. Hein. C'est où comme ça? Ouais, on l'appelle Pâte ou Pâté. C'est une petite île du Kenya située dans l'archipel de l'Amu, océan Indien. En gros, attends, je mets un peu la caméra. Oui, attends, je te mets en grand.
Merci beaucoup d'avoir fait cette recherche parce que là, moi, c'est compliqué quoi avec mon ordinateur là. Je En vais, gros, je, là, je dois acheter un ordi, ça va me faire deux. Je vais travailler avec deux. voilà, donc là, en fait, c'est le Kenya et donc l'île de Pâte, elle est juste ici, en tout petit. Hein. Voilà, c'est vraiment pas loin, c'est juste à côté. Hein. Et donc, en gros, attends, je vais lire un peu. L'île est habitée par une population swahili depuis au moins le 7e siècle. Selon le mythe fondateur rapporté dans la chronique de Pâte, le sultanat de Pâte aura été fondé par des réfugiés d'Oman en 1203. C'est à cette époque qu'aura été créée la dynastie de Nabhani. Toutefois, des travaux historiques et archéologiques ont démontré que la cité est beaucoup plus ancienne et que la dite dynastie prend le pouvoir bien plus tard, probablement au XVIIe siècle et plus tard vers 1688. Voilà, donc en gros, C'est au Kenya. oui, voilà, c'est au Kenya, c'est au Kenya. Donc, il y Voilà a, pourquoi tu peux retrouver des populations qui sont islamisées. Parce que c'est les Omanais qui sont arrivés là encore. C'est les mêmes qui sont ensuite descendus plus bas vers la Tanzanie. C'est ça le truc en fait. Tu vois? Et on te dit bien des réfugiés qui étaient venus d'Oman. Et bien avant ça, on ne te parle jamais d'esclavage entre Africains. Voilà. et c'est ça. Et la ville, enfin, l'État là était beaucoup plus ancien. La cité était beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense. Donc qui étaient les peuples les plus anciens à cet endroit? Ben c'était les Noirs. C'était les Noirs. Aujourd'hui, on a des espèces de connasses là qui viennent nous dire l'esclavage a toujours existé en Afrique. Regardez Typotype. Typotype, c'est dans les années 1830. On est au 19e siècle. Voilà. L'île de Pata, en fait, quand je t'entends parler, en fait, c'est... Attends, je me mets un peu tu vois le lac Victoria là, non? Puisque le lac Victoria prend l'espace aussi au Kenya, hein. Donc, les Oui. pays qui sont juste à côté du lac Victoria, ce sont des pays tels que le Kenya. Et donc, si le Kenya est là, vu que là, au lac de Victoria, il y a une île. Et cette île appartient au Kenya. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si c'est que mon explication, elle est claire. Attends, je vais essayer de vous montrer avec la carte. En fait, ici, le Kenya est là. On a l'Éthiopie là, on a le Soudan, on a l'Ouganda, on a la Tanzanie. En fait, le lac Victoria est au milieu de ces trois pays ici, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Donc, si le lac est là au milieu et que le Kenya est là, ça veut dire qu'il y a une île dans le lac. Donc, il y a une petite portion de terre qui se trouve dans le lac. Et c'est là où tous les fugitifs, donc tous les Noirs qui ont fui, qui ont résisté aux Arabes qui ont attaqué dans cette partie-là en Zanzibar, ils sont venus tous se réfugier ici au Kenya, mais plus précisément sur le lac Pata. Est-ce que tu comprends? Je vois parfaitement ce que tu dis. Ok, ça me rassure. Donc, en fait, c'est là au Kenya que tous ces hommes qui ont résisté contre les Arabes ici là, à Zanzibar, ici là à Abyssinie, parce qu'il y a un territoire ici là, qui est appelé Abyssinie ici, juste parce que l'Égypte avait pris la terre ici d'Érythrée, le nord de l'Éthiopie et le sud du Soudan. Donc, il y a eu résistance ici là. Donc, il y avait aussi certains qui sont venus aussi là. Même ici là. Donc, Somalie aussi. Tous sont venus se réfugier au Kenya. Vas-y. Non, vas-y. Tous sont venus se réfugier ici au Kenya. Et au Kenya, donc, il y a le lac Victoria. Le lac Victoria qui est là. Dans le lac, il y a une partie de terre qui a poussé. Donc, tu vois, l'île, ce n'est que une terre qui est dans l'eau, qui est entourée d'eau. Comme par exemple Madagascar que vous voyez là. Vous voyez que ici là, ce n'est que la terre, mais tout autour c'est l'eau. Donc ici il y a l'eau ici là. Il y a le lac qui est là. Du coup il y a une île comme Madagascar, dans un morceau de terre qui est au milieu de l'île. Et ça fait partie du Kenya. Raison pour laquelle on trouve que l'île Bata se trouve dans le Kenya. Donc là directement,
Sur cette Non, île-là, donc, tous les regarde. Noirs qui ont résisté, oui, Non, en fait, l'île de Bata, elle est pas à l'intérieur. Elle est au niveau de l'océan Indien. ici, Regarde, ouais, voilà. Enfin, regarde, je remets la carte. Je me remets en vas-y, grand. montre-moi ça, s'il te plaît. C'est mieux avec la carte, parce que moi, je suis en train de chercher à voir. Attends, je te mets en grand. Faut qu'on on voit ça bien. Sinon, Oui, oui. Regarde. attends, En fait, hein, je pour que change. les gens comprennent, je sais pas si. Voilà, regarde. En fait, tout ça là, c'est le Kenya, d'accord? Là, tu me parles du lac Victoria. L'île de Oui. Pad, elle est pas au milieu. Elle est là, ici, comme Ah, ça. Elle est ici. c'est à Voilà côté de pourquoi. quel pays là? C'est toujours le Kenya qui est là, hein? Oui, tout ça là, c'est la frontière du Kenya. Là, Ah, c'est ok, le ce n'est pas à Kenya. l'intérieur, c'est juste à côté du Kenya, alors, donc Oui, oui, c'est à la le- mer Indienne, l'océan Indien, autant exactement. pour moi. Exactement. C'est dans le canal du Mozambique, en fait, si tu veux. Elle est à peu près là, comme ça. Je pense que ça doit être celle-là, Canal en du tout Mali. petit. OK? Et donc, juste au-dessus, tu as je crois, que c'est la Somalie qui est là. Et juste en bas, c'est la Tanzanie. Oui, je vois. Ok, maintenant, tu Voilà. m'as bien expliqué, j'ai compris là maintenant. Oui, Parce que moi, oui. je pensais que c'était à l'intérieur, quoi. Non, Donc, si non, pas c'est du tout. ici. Pas du tout. Regarde, je te remets la carte ici, là. Et Mhm. elle est là. Regarde, le point rouge, il est ici, hein. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, ma reine Kiki. Merci encore pour cet éclaircissement. Donc, je me suis trompée. Heureusement, tu m'as. Moi, je pensais que c'était à l'intérieur. Donc, en fait, c'est ici, le bout là. Donc, ça veut dire que tous les Noirs, nos ancêtres qui ont résisté à l'intérieur, là, sont venus. Il y a une petite île ici. Donc, c'est un morceau de terre qui est dans de l'eau, comme vous voyez Madagascar. Ils sont venus s'installer là. Et le roi Zimba. Zimba, donc, va accueillir tous ceux qui sont venus ici. Tous les Noirs qui ont fui, donc, qui ont échappé, qui ont résisté aux Arabes, aux Européens, ils sont venus dans l'île. Du coup, il va les accueillir et ils vont former une armée jusqu'à devenir 45 000 habitants dans cette île-là. C'est le roi Zimba. C'est Zimba qui va faire ce boulot-là. Voilà encore un roi qui agit. Et ils vont résister contre les Arabes. Ils vont les mater, comme on dit, non, Mélenchon aime souvent dire, comme il faut là. Ils les ont matés comme il faut. Jusqu'à les gars. Donc, ils fuyaient même. Et là, les Européens ont confirmé que Zimba, avec tous les Noirs qui ont fui et résisté les Arabes qui se sont installés à cette île, ils ont donné le chapeau au roi Zimba. Jusqu'à demander au roi Zimba s'il pouvait faire les négociations avec l'Allemagne. Et on va nous dire que nous, on n'a pas résisté. La résistance, elle a été et elle continue même encore aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est encore plus dans les réseaux sociaux même encore. Bonjour Fossoyeur, j'espère que tu vas bien. Il a été le témoin de leur lutte, donc Spec, et quelquefois il s'est trouvé, malgré lui, engagé dans leurs négociations avec les indigènes. Ils ont cherché à négocier avec nous. Parce qu'en fait, on les a donné un fouet, on les a bien fouettés. Que voilà, ils étaient obligés de négocier. C'est lui qui nous servira de témoin pour ces congrès. Ici, la nature du sol et les races des habitants prennent un caractère nouveau dont il faut tenir compte si l'on veut comprendre bien les événements. Les montagnes qui descendent du nord atteignent en face des grands lacs une hauteur qui leur permet, sous l'équateur même, d'arriver jusqu'à la région des neiges. Après Kenya, vient le Kilimandjaro, élevé de 6 à 7 000 mètres. Ensuite, la chaîne se rapproche de plus en plus de la mer et le versant de l'océan Indien cesse d'avoir l'étendue qu'il
présentait dans le pays des Somalis et des Galas. Est-ce cette inclinaison de la chaîne montagneuse vers le rivage qui explique par un prolongement sous-marin la présence des îles que l'on rencontre le long de la côte? En tout cas, la présence de ces îles, cependant fort peu étendues, est d'une importance capitale pour l'Afrique. Si elles n'offraient point un refuge aux Arabes, les possessions africaines de ces derniers leur auraient été enlevées déjà, et la sultanie de Zanzibar n'existerait plus. Ici, les Mohammedans ne forment plus comme chez les Somalis une puissance continentale. Ils ne sont, à proprement parler, que les insulaires et ils n'ont d'importance que par leur marine. En fait, on nous dit que les montagnes étaient tellement stratégiques pour nos ancêtres. Que les Arabes, ils avaient tout l'accès qu'ils avaient, c'était les eaux. Parce que les montagnes, à l'intérieur, les montagnes, le mont Kilimandjaro, était un mont aussi stratégique pour résister contre les Arabes, pour les vaincre. Ils ne sont, à proprement parler, que des insulaires et ils n'ont d'importance que par leur marine. D'un autre côté, ces Arabes sont venus de l'Oma, du pays de l'Arabie le moins musulman de tous. L'islamisme chez eux ne se connaît que dans les mœurs. Il n'y a plus le même caractère. Il n'y a plus le même caractère d'intolérance, en sorte que le marchand de Zanzibar, tout entier occupé de son argent, n'a pas la moindre pensée de prosélytisme dans sa lutte contre les indigènes. Il fait des razzias pour enlever des esclaves et non pour entendre sa voix. Chez les indigènes aussi, il se présente des caractères nouveaux. La race change. Elle perd ses énergies qu'elle avait dans les montagnes du Nord et offre une proie plus facile plus facile aux négriers. Après les Abyssins, les Waouma, les Galas, qui semblent appartenir à une race supérieure, quand on aura dépassé au sud du Dana, le pays des Maasai, on ne trouvera plus dans le vaste triangle de l'Afrique méridionale qu'une race et une langue, la race et la langue des Kaf. Les Hottentots, il voulait dire quoi là? Les Hottentots, cependant, font exception. La découverte de cette unité de la langue sous la variété nombreuse des dialectes de l'Afrique du Sud est une des plus importantes pour la philologie. Déjà les Swahilistes, qui possèdent les côtes en face de l'archipel de Zanzibar, appartiennent à ces races méridionales. Ce nom de Swahilis désigne plutôt qu'une tribu particulière, une agglomération de populations diverses qui ont admis d'une manière telle quelle la suzeraineté, donc il voulait dire la souveraineté sûrement, des sultans de Zanzibar et qui parlent le dialecte de ce nom. La grande route de la crête que Speke a suivie s'éloigne de la côte en face de Zanzibar. Zanzibar, c'est juste en Tanzanie, hein. Il y a une petite île là, un petit endroit, c'est comme Pata qu'on a montré là. Zanzibar aussi est quelque part là. Et par la vallée du Kingani, arrive bien vite sur le plateau montagneux où l'on trouvera les grands lacs. Les chefs de la région maritime, à moitié soumis au sultan, suivant les circonstances,
se font chasseurs d'hommes, cultivent la terre ou rationnent les caravanes. Au-delà de cette zone, la lutte commence. Les habitants de Lusagara et de Lugongo, autrefois agriculteurs, ont abandonné leurs champs que la jungle envahit. Aujourd'hui, ils sont allés cacher dans les roches inaccessibles leurs petites huttes aux toits coniques. Ils s'enfuient à l'approche des caravanes, sauf à s'en venger par une attaque imprévue quand l'occasion se présentera. Ces misères, cette terreur et ces vengeances isolées, nous les avons vues déjà dans la vallée du Nil. Ça, c'est de la résistance.
l'esclavage sur leur propre fait, c'est faux. Ce sont les Noirs c'est arabalisé, c'est quoi qu'on dit là? Ma Non, ça Boubi, m'a tu dit. m'entends là? Je t'entends. Oui, oui, tu as bugué pendant au moins 2 minutes là. L'écran était tout noir, hein. Ah, ok. Je savais pas, moi. Bah, je sais pas. Depuis que j'ai mon live, je laisse tomber. On me restreint, on me restreint, on me restreint. Parfois, je fais là, il y a une personne. Donc, parfois même, je ne vois rien. Laisse tomber. Je savais, moi-même, je te vois, mais toi, tu me voyais pas. C'est qu'on, soit on a signalé, soit, je sais plus. D'une partie de la race noire sans mémoire et sans volonté qui oublie le lendemain les souffrances de la veille, autant pour moi, et qui, victime de la crête, s'étend avec ses nouveaux maîtres pour en étendre les ravages. C'est comme ce qu'on parlait là du Congo là, que en fait, les malheurs qui se sont passés, la souffrance qu'ils ont vécue en fait, ils l'ont oublié. Ils ont oublié la souffrance que le roi Léopold II leur a infligée et plein d'autres jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont là pour plutôt s'aimer encore du ravage au sein de leur société en apportant la religion, en créant des églises, pardon, en se divertissant, donc en regardant de l'inutilité, quoi. Je relis encore le paragraphe là pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Nous constatons ici la dégradation morale d'une partie de la race noire. Regardez le Congo, hein. Vous allez vous retrouver sur cette partie-ci. Sans mémoire et sans volonté, qui oublie le lendemain les souffrances de la veille et qui, victime de la crête, s'entend avec ces nouveaux maîtres pour en étendre les ravages. C'est pas ce qu'on vit au Congo. Que les églises poussent comme, je ne sais pas quoi. Donc, eux-mêmes, ils sont même encore les auteurs, même pour abrutir leur population. Ils ont oublié les souffrances. Ils n'ont plus de mémoire. Ils n'ont plus de volonté. Ils ont oublié le lendemain, les souffrances. Et aujourd'hui, voilà, ils sont même ceux qui sont en train de soutenir encore les maîtres à travers les religions. Qu'en penses-tu, Zénon? C'est pas grave. Non, non, c'est exactement ce que tu dis, hein. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. C'est les mêmes qui vont composer avec les mêmes peuples ensuite, qui leur ont amené ça pour pouvoir ensuite nous attaquer, hein. Donc, Donc, c'est ça, quoi. Vous êtes Congolais. Mais, en fait, vous avez oublié les souffrances que la religion a infligées aux Congolais. Ce que ceux qui l'ont apporté ont fait à votre peuple jusqu'à aujourd'hui. Vous avez oublié. Et vous êtes complice même avec ces gens-là en pratiquant, en construisant des églises partout là, pour agloutir encore davantage votre communauté. C'est ça ici là. Vous n'avez plus de mémoire. Vous avez tout oublié comme ça là. Un claquement de doigts. Vous avez tout oublié. Nous constatons ici la dégradation morale. Vous avez une morale qui a déjà été dégradée. Vous avez oublié vos cultures, vous avez oublié vos traditions, vous avez tout oublié en fait. La race noire, sans mémoire, vous n'avez plus de mémoire historique. On ne fait pas des lives si pour rien. C'est pour que nous ayons une mémoire historique. Et cette mémoire historique va nous permettre de faire du business demain. Tu sauras que oui, le peuple arabe là que j'en fasse, ils ont fait ci, ils ont fait ça. En faisant du business avec lui, tu vas bien le taxer. Tu vas bien puisqu'on ne peut pas s'en passer dans ce monde, c'est avec ces gens-là. Ils sont là, oui. Maintenant, donc, pour qu'on puisse vivre avec eux, il faut les connaître. Et les connaître signifie aller dans le passé et interroger le passé. Tu fais du business avec eux, tu n'auras pas en face de toi un Dieu Mohamed. Parce que quoi, tu as déjà la mémoire historique. Mais si tu pars faire le commerce avec eux et que tu n'as pas la mémoire historique, tu vas servir les intérêts de ton bourreau en fait.
Tu vas travailler pour lui. Parce que tu n'as pas la mémoire historique. Les lives que nous faisons ne sont pas vaines. Zénon en fait les lectures. Zénon en fait, Mélencourt en fait. Il y en a encore d'autres qui le font, que je n'ai pas cité ici. Là. Newton, je ne sais pas ce qu'elle fait aussi. Mais il y en a tellement qui font des lives de l'histoire, de lecture, sur le contexte historique. C'est important. Vous pensez que Zénon, là ou là, si demain, après-demain, il se lance dans un business et qu'il a en face de lui un arabe, un musulman ou bien un européen, vous pensez qu'il va montrer ses deux dents et sourire jusqu'aux oreilles? Le gars aura le visage froissé et il va les taxer bien comme il le faut en pensant au massacre qu'ils ont fait subir à nos ancêtres. Il ne va pas blaguer. Il va lire le contrat qu'on va lui donner. Si c'est un Européen qui est en face de lui et qui est en train de signer un contrat avec lui, il va prendre le papier, il va le scanner, rescanner, re-scanner et lui donner l'invitation peut-être dans 2 mois avant de signer le document. Parce qu'il les connaît. Il les connaît. Même chose qu'avec les Arabes. Donc, avoir la mémoire historique, ça te prépare à des business, peu importe dans le domaine que tu seras. Ça te prépare à la vie communautaire avec eux. Peu importe là où tu es. Tu pourras avoir en face de toi un Arabe ou bien un Européen. Tu sauras comment te comporter vis-à-vis de ce dernier. Tu sauras que, hey, ces ancêtres ont fait ceci. Ils ont le gène dans leur sang. Donc, je dois faire attention. Je ne dois pas aller n'importe où. Milieu public, c'est possible. Mais quand c'est déjà bizarre, allez, tu ne comptes pas boire ensemble. Non, 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 il faut faire attention. Tu auras déjà les idées qu'il faut pour ne pas franchir la limite avec eux. Sinon, après, tu seras déjà en fait. Parce que eux, là, c'est inné. Ils vont faire même là, on va te dire qu'il est fou. C'est pour ça qu'il l'a fait. Voilà donc le rôle du contexte historique, de la mémoire historique. Et ce sont ses avantages. C'est que tu es prudent. Tu es avisé. Tu es préparé. Tu as l'œil du flocon. Donc, tu vois avant même qu'il ne commence. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, tu connais ce qui va sortir dans sa bouche. Voilà le rôle de la mémoire historique, en grosso modo. Donc, ne négligeons pas l'histoire. Elle est très importante à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on nous dit ici là que nous constatons ici la dégradation morale d'une partie de la race noire, sans mémoire et sans volonté, qui oublie le lendemain les souffrances de la veille. Ça, ce sont les Congolais et tous les peuples des Noirs, les Noirs qui ne veulent pas se réveiller là. Vous avez oublié les souffrances que vous avez subies. Même aujourd'hui, vous avez la peine d'avoir de l'eau chez vous. Vous avez de la peine à pouvoir vous nourrir. Mais vous oubliez ces souffrances parce que quoi? L'Européen vous a donné de l'argent pour aller faire la propagation dans les réseaux sociaux. Que non, la démocratie est bonne, nanana, tel pays, tu insultes des pays qui se développent parce qu'on t'a donné les miettes. Tu oublies les souffrances. Tes souffrances, tu les oublies. Voilà des Noirs dont il s'agit ici. Rappelle-toi toujours de ton passé. Car c'est ton passé qui fera ton présent et ton futur. Je dis, rappelle-toi toujours de ton passé. Ne l'oublie jamais. C'est très important. Ton passé te permet de voir en face de toi, si tu as un arabe, tu sauras quoi et comment te comporter face à lui. C'est l'histoire qui va te donner les armes qui te permettront de poser des actes. Et qui est victime de la crête s'entend. Attendez, je vais d'abord voir ça. Je reçois un appel. Attendez, je crée un message, après je reviens.
Ok, c'est fait. Victime de la crête s'attend avec ses nouveaux maîtres pour en étendre les ravages. Donc, les gens qui font pousser les églises au Congo, là, comme je ne sais quoi, là, vous êtes en train de travailler pour votre maître en multipliant les églises dans votre pays. Et cela va abrutir votre communauté. Toute votre population ne pourra plus avoir des Thomas Sankara, des Ibrahim Traoré, des Lumumba, tous ces gens-là. Votre communauté ne pourra pas avoir ce genre de personnes pour vous sortir de cette souffrance. Parce qu'en fait, vous servez aux intérêts du colon, qui est le christianisme, en construisant les églises, en les multipliant dans tout votre pays. Et c'est ça qui est l'abrutissement de votre communauté. Celui qui est dans le christianisme est incapable de se lever pour aller en guerre. Il va seulement dire: pardonnez-nous, pardonnez-leur. C'est le pardon qui va prendre la place de la guerre et de la liberté. Ok. Sur le mot de noir ou nègre, par lequel usage fait désigner les indigènes de ces congrès, il faut se rappeler que l'expression est peu juste, car la couleur de ces hommes se rapproche de la teinte du chocolat. Donc, il met en question la couleur noire qu'on nous a attribuée. La ville de Kazeb, dans l'Onyamwezi, est la principale résidence des marchands arabes qui, moins grands seigneurs que ceux de Khartoum, la capitale du Soudan, viennent diriger eux-mêmes leurs affaires au lieu d'avoir des véhicules pour les représenter. De temps en temps, ils vont faire des tournées pour recueillir de l'ivoire et ramasser des esclaves. Leur source s'étend très loin à l'intérieur, jusqu'à Kanzem, bien au sud des Grands Lacs, un marché dont nous aurons à parler encore. Dans l'intervalle, ou bien quelquefois d'une manière plus définitive, quand le commerce n'a pas réussi, ils se font agriculteurs et réunissent de grands troupeaux dans leur vaste étable. Naturellement, avec des hommes d'humeur aussi peu belliqueuse, la résistance serait facile si les indigènes avaient un peu plus d'énergie, mais les chefs africains, loin de vouloir supprimer une crête dont ils profitent les premiers, ne songent quand ils sont les plus forts. Quand imposer des droits de passage un peu plus élevés aux caravanes d'esclaves. Au moment où Spec, il faut retenir que les rois là, les chefs africains là, c'était plus les Africains, hein, ils étaient arabisés, ils étaient là, on comprend, ok. Au moment où Spec, donc ce monsieur-ci, se trouve à Kazeb, en 1862, la grande inquiétude des marchands vient justement d'une prétention pareille. Un chef indigène, Manua Serra, qui occupe un territoire entre Kazeb et la côte, veut établir un impôt, tandis que son père et ses prédécesseurs avaient été naïvement libre-échangistes. De là, une lutte diplomatique d'abord, de la part des marchands qui entreprennent de donner la couronne à un prétendant de meilleur compte. Est-ce que vous avez entendu? Donc, en fait, ces chefs africains-là n'étaient pas des chefs africains propres dans le bon sens, mais ils étaient choisis pour servir les intérêts des Arabes qui traversaient avec des esclaves sur certaines zones. C'était pas les souverains légitimes, c'est ça qu'il faut dire. Mais si, c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Donc, quand on reprend l'exemple encore de Patrice Talon,
Lui, il vous dit que sa famille, c'était des esclavagistes ou je ne sais quoi. Pareil pour l'empire du Dahomey, enfin le royaume du Dahomey. Mais posez-vous la question, est-ce que les types qui étaient à la tête étaient ceux qui étaient naturellement destinés à l'être? La réponse, c'est non. Et on a eu encore la preuve dans l'ouvrage, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, on te dit, ils ont vaincu les souverains légitimes du Dahomey avant de mettre des brigands à la tête de l'État. Donc quand on entend la négraille venir nous expliquer, mais oui, regardez, le royaume du Dahomey, nous, les Akans, notre roi s'est excusé. Ah bon, votre roi s'est excusé, mais est-ce que lui-même c'était un souverain légitime? Ils sont incapables de répondre. Donc on dit encore une fois à ceux qui ne connaissent rien, fermez vos grandes bouches. Voilà. C'est dit. Tu es souvent comme, tu fais là comme moi. Quand je parle, je finis. Après, je m'arrête et dis que, c'est bon. En fait, c'est ça. Donc, du coup, le chef qui va précéder son père, en fait, lui va exiger les taxes maintenant pour que tous ceux qui passent avec des esclaves dans son territoire puissent payer. Tous ces marchands-là. Mais, les marchands, eux, donc, ils vont dire que, mais depuis quand? Avant que tu ne viennes. On passait ici, on ne payait rien. Tu vas nous exiger maintenant à payer les taxes, toi qui? Bon, on va faire ça comme il faut. C'est devenu un problème diplomatique. Donc, ils ont remplacé, donc ils vont chercher à remplacer ce chef par un chef qui va maintenant les laisser circuler avec des noirs esclaves sans payer. De là, une lutte diplomatique d'abord, de la part des marchands qui entreprennent de donner la couronne à un prétendant de meilleur compte. Ensuite vient la guerre ouverte. Donc, ils vont aller chercher quelqu'un qui va remplacer celui-là. Maintenant, donc, pour le remplacer, il faut quoi? Mener une guerre contre celui-là qui refuse, qui passe sans payer les taxes. Une armée de 400 esclaves est mise sous le commandement de 6 chefs et sous l'autorité suprême du Tchèque Snek. Le général se croit assez fort pour faire en même temps une expédition de commerce et une campagne militaire. Il va enlever une ville et opérer une grande razzias de femmes, d'enfants et de bétail. Mais quand la résistance arrive, quand Manoa Serra se présente, ces glorieux voleurs se laissent battre. Et les 6 capitaines restent sur le champ de bataille. Alors les orgueilleux marchands deviennent d'humbles suppliants. Ils prient Speke, auxquels ils ont suscité des difficultés, d'intervenir pour eux auprès du vainqueur. Dans cette lutte dont le voyageur anglais n'a pas vu la fin, la couardise, le sot orgueil, l'adjection et l'avarice des trafiquants arabes présentant quelque chose de ridicule dont l'on pourrait sourire si l'on ne songeait que la guerre se terminera toujours par un marché. Après la campagne, on verra une caravane de malheureux captifs descendre vers la côte. Nous avons rencontré de ces convois luttant dans le désert contre la chaleur et la soif, réunis en grosses groupes afin de repousser les agressions des Touaregs et présentant l'aspect d'une véritable armée. Les marchands arabes ont quelquefois de ces grosses caravanes comme celle qui part chaque année de Tadjoura. Mais il y en a d'autres moins considérables, plus particulièrement dans le sud. Ici, du plateau à la mer, du point où la razzia s'est faite au port où l'on s'embarque,
La route ne comptera plus de longues semaines et l'on peut voyager en moins grand nombre. Mais il faut aller vite, car derrière les rochers ou dans la profondeur des taillis, il peut se cacher des embuscades. L'indigène n'épargne pas l'arabe. Donc, s'il trouve l'occasion favorable, je reprends. Mais il faut aller vite, car derrière les rochers ou dans la profondeur des taillis, il peut se cacher des embuscades. L'indigène n'épargne pas l'arabe. S'il trouve l'occasion favorable, marchez rapidement, c'est l'ordre répété aux esclaves enchaînés. Mais quand l'ordre n'est plus entendu, quand le bâton n'a plus d'action sur le misérable que la fatigue abat, sans pitié, on l'abandonnera au milieu de la solitude. Monsieur Baker nous parle d'un convoi ramené, non par des Arabes, mais par des Turcs. Donc, ce qu'on vient de dire, en fait, c'est que quand les Arabes marchaient dans le désert, là, avec nos ancêtres entachés, prisonniers, là, il y avait des embuscades que nos ancêtres menaient sur ces caravanes. Ils attrapaient les Arabes, ils les bastonnaient jusqu'à, ils laissaient même les Noirs qui étaient enchaînés là, ils fuyaient. Donc vous pensez qu'aujourd'hui nous parlons fort parce que on nous a tout le manja et que les gens là sont partis parce qu'ils voulaient nous aimer trop. Aujourd'hui nous sommes vivants, nous sommes la preuve vivante que nos ancêtres les ont bien tapés comme il faut. Ils ont fui, ils sont limités là-bas. C'est grâce à la résistance que nous avions fait que notre communauté aujourd'hui existe. Et c'est cette résistance qui doit faire à ce que tous ces peuples qui se sont installés doivent déguerpir de notre continent. Donc je relis encore cette partie. L'indigène n'épargne pas l'arabe. S'il trouve l'occasion favorable, marchez rapidement, c'est l'ordre répété par... Attendez, je vous montre cette partie, ça mais que vous ne voyez pas. Je monte un peu. Et ils ont mis ma photo, ils ont scanné le test et du coup, ma caméra ne peut plus montrer les lectures. Je ne vois plus ce que je suis en train de dire ici. Là. Et on a signalé mon live. Je suis en train de faire monter le test, mais je ne vois pas mon test monter dans le live. Donc, je pensais que vous voyez, pourtant vous ne voyez rien. Ils ont capturé l'écran de mon test et du coup, ils ont scanné ça là dans mon live. Moi, je suis en train de lire. Je pensais que je suis en train de vous montrer la partie où je suis en train de lire. C'est tout à l'heure que je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien qui me passe dans l'image. C'est pas grave. Donc, je relis encore la place là. Je relis. L'indigène n'épargne pas l'arabe. C'est à la page... Attendez, je vous donne le nombre. À la page 248. Mais, je n'entends là. Tu as seulement le test devant toi. Parce que moi, je lis ça, personne ne voit là-bas. Oui, non, mais moi, j'ai l'ouvrage en PDF aussi. C'est un ouvrage que j'avais déjà commencé à lire. Donc, oui, je l'ai en face. Ah, ok. Nous sommes à la page 148 où on montre la puissance de nos ancêtres, en fait. Les gens qui disent qu'on n'a pas résisté, les gens là, s'ils n'ont pas pu nous dire nous tous, c'est parce que on a résisté, on les a bien fouettés. Ils sont allés en retrait. Ils ont que pris l'Afrique du Nord, là, ils se sont installés. Donc là où ils ont réussi à prendre les têtes, c'est là où ils sont restés. Mais en fait, tout le bas là où vous voyez l'Afrique centrale, là où il y a les Noirs, ça veut dire que nos ancêtres là les ont bottés bien, résisté jusqu'à ils sont restés là-bas en haut. Ce n'est pas parce qu'ils nous aimaient, c'est pas parce que non. Ils ont été bien matés. Ils étaient obligés d'aller vivre là-bas en haut. Maintenant, espérer venir nous recoloniser, donc venir prendre nos terres en envoyant maintenant les religions musulmanes
pour que, voilà, ça prend plus de terre, ça construit des mosquées, ça va permettre, comment on appelle ça, le pèlerinage dans les pays. Donc, ça va encore refaciliter la pénétration en bas du continent, puisque physiquement, avec les armes, ils ne nous pouvaient pas. Et ils ne nous peuvent pas. Face to face, ils ne peuvent pas. Ils ont été vaincus face to face. Maintenant, donc, ils sont partis en retrait en Afrique du Nord. Et maintenant, ils sont en train d'entrer simplement avec une autre stratégie qui sont les religions, en les implantant dans les différents pays que nous avions là pour pouvoir s'infiltrer maintenant, mais d'une façon différente qui a été faite dans les années 1800, tout simplement. Mais celle-ci, elle est plus efficace parce que ça marche. Les mosquées sont construites partout, les églises de partout. Et la facilité d'y entrer, elle est aussi grande. Il y a une mosquée quelque part, du coup, on va faire le pèlerinage, et vous toujours partez là-bas. Le jour qu'eux aussi veulent venir chez vous, vous devez ouvrir les portes, ils viennent. C'est comme ça qu'ils s'installent, ils font des enfants, ils font des communautés, et ils prennent les terres, ils n'ont plus besoin de venir avec les armes, parce qu'en fait, le côté là, on a fini avec eux. L'indigène n'épargne pas l'arabe. S'il trouve l'occasion favorable, point, marcher rapidement, c'est l'ordre répété aux esclaves enchaînés. Mais quand l'ordre n'est plus entendu, quand le bâton n'a plus d'action sur le misérable que la fatigue abat, sans pitié, on l'abandonnera au milieu de la solitude. Mais qui va l'abandonner? Mais c'est l'arabe. Il va fuir parce qu'en fait, il y a eu l'embuscade. Nos ancêtres les ont attaqués. Ils vont laisser nos ancêtres qui étaient enchaînés là dans le désert, ils vont fuir. Il y aura plus le fouet. Mais ils vont les obliger de marcher vite. Mais qui va marcher vite? Ils vont freiner pour que, voilà, ils puissent être libérés par leurs frères qui sont venus en embuscade. Monsieur Baker nous parle d'un convoi ramené non par des Arabes, mais par des Turcs. 2 points, il dit. Les vieilles femmes enlevées dans les razzias ne marchaient pas assez vite. Dès que la fatigue en faisait tomber une, on la sommait un coup de massue sur la nuque et il ne restait qu'un cadavre agité par la mort. Le chemin était marqué par ces jalons effroyable. Lorsque la mer est proche, lorsque le danger semble éloigné, alors l'intérêt du marchand conseille un peu plus de précaution. S'il reste dans la croupe des hommes que la faim et la fatigue est un peu plus épargnée, on les charge de porter leurs compagnons affaiblis. C'est-à-dire, quand ils marchaient, les Arabes, avec nos ancêtres qui étaient esclaves, puisqu'ils subissaient les attaques sur le chemin, quand ils constataient qu'ils sont éloignés de ces attaques que nos ancêtres les faisaient dans le désert, et qui sont proches de l'eau, en fait, ils demandaient à ceux qui avaient de la force de porter ceux qui étaient faibles. Il y a quelque chose d'horrible et qui soulève le cœur dans la vue d'une pareille caravane. Et je tiens à vous rappeler qu'il y avait des vieilles mamans là, des vieilles femmes. Quand ces dernières n'avançaient pas vite, parce qu'il faut vite avancer, parce qu'il y avait les embuscades que nos ancêtres faisaient dans cette cabane. Donc, du coup, il fallait vite marcher. Et il y avait des vieilles mamans qui ne pouvaient pas vite marcher. Et cette dernière, quand elle refaisait de vite marcher, on dosait bien sur son cou. Et c'est au coup de boum. Soit elle meurt, soit, bon, la plupart des cas, elle mourrait, hein. Et voilà, on s'en débarrasse. Il y a quelque chose d'horrible et qui soulève le cœur dans la vue d'une pareille caravane. La croupe ne marche plus réunie. Les malheureux sont échelonnés par groupes le long du sentier, chancelant, semblables à des squelettes. Leur visage n'a plus d'autre
expression que celle de la faim. Leurs yeux sont ternes et enfoncés. Les joues sont devenues osseuses. Il est temps d'arriver au terme de la course. Mais que va-t-il donner aux malheureux ce terme de voyage? Les noirs bateaux sont là. Les noirs bateaux sont là, avec leurs cales sombres, étroites, fétides pour la marchandise humaine. Voilà, dans toute sa laideur physique, le commerce des esclaves. Il serait plus effrayant encore s'il pouvait étaler en nos yeux les plaies morales, les vices, la dégradation hideuse que l'esclavage produit chez le maître comme chez l'esclave autant pour moi. Donc en fait, voir un arabe devant toi, mettant dans ta tête que l'ADN là, ils l'ont, que c'est une descendance, une continuité de ce qu'ils ont fait, comment tu vas te comporter avec cette histoire-ci que tu as là maintenant? Tu penses que tu vas sourire quand tu vas faire des contrats du business avec eux? Parce que voilà, le commerce, tu vas le faire avec eux, tu veux ou pas. Pareil pour les Européens. Mais il faut connaître l'histoire pour comprendre comment, quelle attitude, quel comportement, quels sont les mots que tu vas employer face à ce dernier. Est-ce que tu vas faire comme d'autres personnes que je vois dans les réseaux sociaux? Ils sont là, ils applaudissent l'arabe, ils félicitent l'arabe, ils disent que lui, c'est lui le boss. C'est parce qu'ils ignorent qui est celui qu'il est en train d'apprécier. Le jour que tu connaîtras ton histoire, face à un arabe, tu ne vas pas l'applaudir. Tu vas le regarder, tu vas seulement calculer. Donc, il y aura plusieurs informations qui vont passer dans ta tête. Tu vas revoir tout le film qui s'est passé pendant la Crète orientale. Il nous reste une dernière route à parcourir. Un dernier champ de bataille de cette triste guerre à visiter. Les caravanes qui en reviennent sont plus nombreuses que celles qui descendent des grands lacs par la vallée du Kingani. Les ravages qu'elles ont commis également en horreur tout ce que nous avons vu sur les bords du Nil, s'ils ne le dépassent pas. Souvent, la pensée cède à une illusion naturelle. Lorsqu'on parcourt les annales de la Crète, si l'on est révolté par les atrocités de cette chasse, comme pour soulager son imagination, on se dira qu'après tout, elle ne change guère à la situation des indigènes, que l'existence pour eux, toujours misérable, n'est pas devenue plus malheureuse parce qu'ils sont attaqués par des négriers qui les font esclaves au lieu de l'être par leurs voisins qui les mangeaient. Ici, l'illusion n'est plus possible. Le pays a été parcouru avant que les chasseurs y fussent arrivés. Il présentait alors le beau spectacle d'une population pacifique et laborieuse, détruisant les cultures et ne laissant pas la mort dans ces villages si bruyants une année auparavant. Le témoin qui va nous faire connaître ce nouveau théâtre l'a visité 2 fois. Il l'a vu d'abord à l'époque où les indigènes, ignorant qu'il y eut un monde au-delà de leur canton, vivaient assez tranquilles, sinon heureux. Puis, dans un second voyage, il n'a plus trouvé que des ruines et du sang. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui va témoigner que, en fait, il était dans le continent, donc en Afrique. Quand il est arrivé, tout était bruyant, les gens vivaient, tout. Mais quand il est revenu pour une seconde fois, c'est là qu'il constate que la Crète, donc il constate qu'il y a des tueries, il y a tout ce qu'on est en train de parler là. Et c'est lui qui va raconter maintenant le second théâtre. Ce témoin, c'est Livingstone. Son nom, c'est Livingstone.
Livingstone. Et nous compléterons cette déposition par celle du baron de Deakin. Le nom de Livingstone est un des plus connus parmi ceux des voyageurs modernes. Ce marcheur infatigable dont les découvertes ont fait connaître à la science une grande partie de l'Afrique méridionale est en même temps un des adversaires les plus ardents de l'esclavage. Parce qu'il comprend combien il est impossible de régénérer l'Afrique tant que la crête existera. Mais cette crête, il ne la précise peut-être pas avec une complète exactitude. Il ne sait pas bien distinguer la crête occidentale chargée d'approvisionner des colonies d'Amérique et qui se meurt aujourd'hui de la crête orientale au Mohammedan qui est bien loin de mourir, ou plutôt qui ne mourra qu'à l'islamisme, dont la crête continue même aujourd'hui avec l'islam, la religion islamique. La crête n'est pas terminée. Elle se poursuit avec les religions. Elle a été vaincue à travers les guerres armées. Maintenant, elle prend la forme de religion. C'est la première qui semble le préoccuper surtout. Les voyageurs travaillent pour la science. Ils apportent à celle-ci de précieux renseignements, des collections de faits, sans lesquels toute science est vaine. Mais justement parce que les dangers des voyages demandent une personnalité fortement crampée, leurs jugements qu'ils prononcent quelquefois d'une manière absolue ont besoin d'être repris et confrontés avec d'autres. Nulle part peut-être on ne trouve cette divergence de jugement comme dans les récits de voyage en Afrique. Sur le même sujet, chaque écrivain a son opinion. Sa théorie, souvent opposée directement à celle des autres. Il ne faut pas se laisser prendre à cette assurance qui vient quelquefois moins de la lumière, de l'intelligence que de l'énergie, de la volonté. Ainsi, quelques voyageurs, pour n'avoir vu l'esclave qu'auprès de certains maîtres, après avoir constaté même, si l'on veut que les Arabes les traitent avec douceur, mais sans avoir étudié l'esclavage dans son ensemble, riront très spirituellement des naïfs philanthropes qui en demandent la suppression. Il faut donc, après que les travailleurs instruits et intrépides ont recueilli les matériaux qu'une œuvre d'ensemble vient coordonner et discuter leurs rapports, le point de départ et le point d'arrivée des caravanes dans l'Afrique méridionale, la ville qui y joue à peu près le même rôle que Khartoum dans la vallée du Nil est celle de Kilwa. Une des dernières places arabes avant d'atteindre aux possessions portugaises. Il y a deux Kilwa, une insulaire et une continentale. La Kilwa insulaire ou Kilwa Kizivani, tout en gardant son titre de capitale des provinces méridionales, est de plus en plus abandonnée. L'insalubrité du climat, la stérilité des colonies qui l'entourent, malgré la bonté d'un port abrité contre tous les vents et la position sur la route de Mozambique, la font déserter de plus en plus pour le Kilwa Kimbench, situé sur le continent, un peu plus au nord. Mais celle-ci doit surtout sa borne fortune au peu de sécurité de son port. Les vaisseaux anglais ne peuvent venir s'y établir en permanence, si toutefois ils peuvent y aborder. Alors les marchands d'esclaves ont toute liberté pour organiser leur expédition, ramener leurs caravanes
Puis, quand la précieuse marchandise est prête, donc l'homme noir, l'embarquer sur les nombreux bateaux qui iront la porter au marché du Nord. Cette nouvelle ville qui compte déjà 15 000 habitants présente un aspect misérable parce qu'elle n'est composée que de huttes protégées par un fort, mais une forêt de cocotiers l'entoure d'une riante verdure. Elle est née surtout pour l'esclavage et elle vit en grande partie de ce commerce. C'est la ville là même là, ça se situe où? Ils ont appelé ça Kiloa. Kiloa là, c'est où là? Et maintenant, tu peux nous chercher un peu là où ça se trouve, Kiloa? C'est en Tanzanie. Ah, tout se passe en Tanzanie, Zanzibar, tout ça là. Oui, c'est en Tanzanie. Ok. Elle est née surtout pour l'esclavage et elle vit en grande partie de ce commerce. Ici, les marchands n'ont pas besoin, comme en Khartoum, de dissimuler autant pour moi les opérations de leur trafic. Cette dernière pudeur qui compte encore un peu avoir l'opinion est inconnue chez les musulmans et tout est parfait pourvu qu'on évite la croisière. Les caravanes parties de Kiloa, une fois qu'elles arrivent dans l'intérieur, se replient vers le sud de manière à venir prendre à revers les côtes de la capitainerie de Mozambique. Les colonies portugaises, cantiennent les marchands d'esclaves dans leur cour extrême du côté du Midi, sont un peu une fiction, comme l'empire de Zanzibar. En dehors de quelques villes sur la côte et de quelques autres moins importantes de l'intérieur, leur puissance est presque nulle si l'on en croit Livingstone. C'est ce qui explique les expéditions des trafiquants arabes. La chaîne montagneuse que nous avons rencontrée partout en face de nous s'avance de plus en plus vers l'océan et recouvrant le rivage, forme en face de Madagascar le canal de Mozambique. C'est là que se trouve la colonie du Portugal. Quand on part du rivage, il faut traverser une cripe zone, c'est des terrains humides et fiévreux où grandissent, autant pour moi, les épaisses forêts de mangliers, celles des steppes dont les hautes herbes dépassent la taille d'un homme. Puis les premières collines avec les broussailles ou des champs cultivés quand les indigènes s'y établissent. Derrière sont les montagnes. À mesure qu'on s'élève sur les hauteurs qui forment le rebord du plateau africain, les populations se présentent plus nombreuses parce que le climat est plus sain et qu'il y a plus de sécurité à l'abri des rochers contre les attaques du dehors. Aujourd'hui, la sécurité n'y est plus. Les trafiquants ont découvert cette riche provision d'hommes que gardait la montagne et que la paix passée avait rendu moins guerriers autant pour moi. Ils sont venus s'établir sur des bords du Nyanza. Le Nyanza est un beau lac de plus de 300 km de long dont les eaux sont tellement poissonneuses. Et c'est là-bas que les Chinois font du business. Le poisson que vous mangez là-bas en Europe, là, les Chinois élèvent ça là-bas, et ils transportent ça pour revendre. Que les crocodiles rassasiés cessent presque d'y être dangereux. Tout autour de ces belles eaux. En fait, j'avais voulu vous dire que les montagnes ont servi beaucoup pour nos ancêtres. Ils se sont réfugiés
sur des montagnes. Et ils sont protégés grâce aux montagnes aussi. Mais comme ils ont aussi découvert dans les Arabes, voilà, ils ont compris que là-bas était un secret pour nous, quoi. Tout autour de ces belles eaux qui sont déjà à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, les montagnes, il est quelle heure? Oui, il faut que j'arrête déjà. Les montagnes élèvent je lis cette partie et après on va passer aux commentaires. Les montagnes élèvent leur sommet à 1700 mètres. Elles sont couvertes de forêts, de champs cultivés et de villages. Elles se découpent en une multitude de vallées gracieuses avec des prairies où pèsent de grands troupeaux, avec des ruisseaux qui descendent vers le Nyanza en repentant la fraîcheur et la fécondité. Sur certains points, la population est compacte et les villages se suivent en chaîne presque continue. Le sol est fertile en produits variés. Dans le lac Nanzara, c'est une richesse qui est énorme. Même dans la partie où il y a la terre, tout est riche là-bas. Et les Chinois, ils sont. L'Europe investit, eux, ils font le financement. Les Chinois, par contre, sur le lac Nanzara, ils font la formation de la pisciculture avec la communauté, la population autochtone. Ils forment sur place et ils produisent sur place, ils financent sur place et ils exportent. Voilà le projet des Chinois. Les Turcs, ils sont au niveau du lac Nanzara pour faire quoi? Pour le truc militaire. Donc pour la sécurité. Et ils sont là pour la sécurité. L'Europe finance, c'est-à-dire peut financer pour le caoutchouc. On rapporte au caoutchouc. Après, ils viennent avec les bateaux, ils montent avec ça vers le Nil là-bas. Ils envoient ça jusqu'en Europe pour l'énergie aussi pareil. Ils font l'exploitation de l'énergie là-bas, mais ils financent, ils donnent juste de l'argent aux différentes entreprises qui sont là-bas. Et ces entreprises vont ils vont fabriquer ce qu'il faut fabriquer. Et ils viennent maintenant prendre avec les bateaux et envoyer tout cela en Europe. Les Chinois font le contraire. Eux, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la pisciculture de poissons, les carpes qu'on mange là. Ils font cette pisciculture dans le lac. Et maintenant, donc, ils font d'autres trucs aussi là-bas, mais ils forment sur le terrain. Après avoir formé, ils financent même. Après, ils financent ceux qui travaillent là, les autochtones qui travaillent. Ils le font comment? Après, ils ont la récolte, ils vont expédier ça un peu partout, en Amérique. C'est eux, quand vous avez des magasins chinois, ils sont plus des produits africains. C'est par rapport à cette exploitation du lac Nanzara. Le Chiré qui emporte les eaux du lac conserve d'abord cette altitude jusqu'au caractère qu'on a appelé Michinson. Comme celle du Somerset. Au sud, il tombe dans le Zambèze, le grand fleuve de l'Afrique méridionale. Cette région du Chiré est une des plus remarquables du continent africain. Il y avait là comme un centre de civilisation indigène qui rappelle celui que nous avons trouvé à Kuka. Les naturels dont la tribu la plus importante est celle des Manganjas, savaient non seulement façonner la poterie et travailler le fer, mais ils étaient arrivés à filer et à tisser le coton. Que les Tébous de Kuka, dont les ancêtres jadis, les propriétaires du faisan, ont été rapprochés du monde civilisé, aient gardé ou reçu quelqu'une de nos connaissances, on peut le comprendre. Mais cette industrie développée dans une proportion assez remarquable sur les bords du Nyanza, il est difficile de l'expliquer. Il n'y a pas ici de centre important de population, comme les grandes villes de bord du Tchad ou du Niger. Une de ces agglomérations qui, en multipliant les besoins et en partageant des travaux, amène les hommes à faire des efforts d'invasion et les mettent sur la voie des découvertes. Point final.
Oh, merci beaucoup d'avoir écouté la lecture. J'espère que elle a été instructive. J'espère que l'histoire un peu a été comprise. Zénon, je t'écoute. Qu'en penses-tu? Ce qu'on vient de lire. Non, franchement, ben oui, la lecture, elle était vraiment riche. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est les connexions, justement, que l'ouvrage est en train de faire. Parce que tu vois, quand on parle de traite orientale, certains auront tendance à penser que c'est uniquement limité à tout ce qui est Maghreb. Sauf que dans l'ouvrage, en fin de compte, ça t'a parlé des pays de l'Afrique du Nord, hein. Ça t'a parlé des pays du Moyen-Orient. Ça t'a parlé aussi des Ottomans, hein, les Turcs. Hein. Et ça t'a parlé aussi des Occidentaux. En gros, c'est tout un réseau entremêlé et c'est à nous de savoir qui était impliqué et qui ne l'était pas. Ça te montre aussi bien que il n'y a jamais eu d'acceptation de ces trucs-là, jamais. Les gens ont toujours combattu. Hein. Voilà. Donc il y a eu des moments de victoire et il y a eu des moments de défaite où les gens étaient repoussés beaucoup plus vers le sud ou bien beaucoup plus vers l'ouest, puisque c'était ça le but. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle dans des pays comme la Tanzanie, peut-être un peu le Kenya aussi, tu vas trouver des populations qui sont islamisées. C'est dû à tout ça. C'est dû à tout ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Et il y a autre chose aussi. C'est vers la page 253 de l'ouvrage, hein, tout en bas. On te dit, hein, le Nyassa est un beau lac de plus de 350 kilomètres de long, dont les eaux sont tellement poissonneuses que les crocodiles rassasiés cessent presque d'y être dangereux. Tu vois, donc on a des gens aujourd'hui qui viennent nous expliquer, vous savez, en Afrique, hein, on mourait de faim avant l'arrivée des Blancs. Je fais référence à l'espèce de prostituée de Black Slave Queen. On te dit que même les crocodiles n'étaient quasiment plus dangereux tellement ils étaient rassasiés. Donc si même eux pouvaient manger à leur faim, comment ça se fait que vous sortez que les Africains ne pouvaient pas manger à leur faim eux aussi? Et c'est ça. Zénon, c'est pour cela que les Chinois sont sur ce lac. Ils font la pisciculture. Et Oui. ça produit, franchement, ils ont du poisson dedans. Mais c'est pour ça que tu as tous les pays du Moyen-Orient et la Turquie qui viennent en Afrique. C'est pour assurer aussi leur sécurité alimentaire. Parce que tu prends l'Arabie Saoudite, je suis désolé, pays pétrolier, d'accord, mais les terres fertiles, elles sont où? Il n'y en a pas, c'est le désert. C'est le désert. Voilà, tous les pays du Moyen-Orient là-bas, c'est le désert. C'est pas des choses qu'ils peuvent faire chez eux. Nous, de notre côté, on a quasiment on a les matières premières, on a tout ce qui est ressources alimentaires et même énergétiques. Et oui, potentiel géothermique, dont l'un des plus éminents, c'est celui qu'on trouve au Cameroun, hein, donc c'est chez toi, et Sakalala Motunde le disait. Et tu as aussi l'énergie à travers certains barrages. Si tu en fais un du côté de la RDC, ça peut alimenter quasiment toute l'Afrique. L'Éthiopie a inauguré son barrage de la Renaissance. Ils ont un potentiel hydroélectrique qui est élevé à je ne sais pas combien de gigawatts. Et ouais. Donc tu vois, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc moi, franchement, je dis la lecture, elle était très bien. Franchement, elle était très bien. Je n'ai fait que ressouligner encore des passages, surtout pour la partie qui parle de l'Afrique de l'Est, parce que ça va me servir à chicoter certains Somaliens ou Érythréens si jamais je les croise. On les connaît, hein, toujours à sortir les mêmes bêtises que oui, non, nos ancêtres, ils ont accepté d'être musulmans. Non, 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 ça c'est faux, c'est faux. Vous, personnellement, dans vos familles, vous avez choisi. Vous êtes peut-être alliés aux Arabes. C'est pour ça que les Omanais, ils étaient bien à l'aise chez vous. Mais maintenant qu'on sait que vous êtes des descendants de traîtres, les mêmes qui nous sortaient que oui, on peut être pour l'Afrique et être dans ces espèces de religions abrahamiques, mais vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez?
Et on les voit, c'est toujours les mêmes traîtres aujourd'hui qui vont s'allier avec les chameaux pour pouvoir nous attaquer. Donc nous, c'est très simple. On va vous envoyer 6 pieds sous terre. C'est tout ce que je dis. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour l'Afrique tout en ouvrant la porte comme ça gratuitement aux Arabes. Le voilà l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui. En tout cas, merci pour la lecture. Moi, ce que j'ai retenu pour cette lecture, c'est que, et ce que j'ai aimé, dans les pages 122, 265 jusqu'à celle-ci qu'on s'est arrêté là, maman mia, les gens là, nos ancêtres les ont bien bastonnés. Je vais reconstituer l'histoire. En fait, il y a nos ancêtres qui ont résisté pendant qu'ils venaient faire des razzias. Lorsqu'ils brûlaient nos maisons, ils arrêtaient là. Il y en a qui ont résisté et ils partaient se retrouver dans une île juste à côté de la Tanzanie, appelée l'île de Pata. Et cette île, il y avait tous ces ancêtres noirs qui ont eu à résister et s'échapper de toutes les caravanes et ainsi que des razzias que les Arabes faisaient. Ils partaient donc dans cette île. Il y a un monsieur, un roi appelé Zimba. Le guerrier Zimba va les accueillir et ils vont former une armée dans cette île. Et cette armée va bien attaquer les Arabes au point où les Arabes vont fuir. Et on nous précise que ces faits réels sont produits ainsi pendant les caravanes. Nos ancêtres, dans les différentes caravanes qu'ils étaient emmenés, enchaînés, les enfants enchaînés, en fait, les Arabes étaient attaqués dans le désert. Quand ils passaient avec les Noirs enchaînés, avec des bébés au moins, tout ça là, on a des guerriers qui venaient attaquer cette caravane arabe. Ils les ont tellement attaqués que quand ils traversaient même les endroits pour arriver en Égypte, mais du coup, ils étaient obligés de bastonner nos ancêtres enchaînés pour les faire comprendre de vite marcher. Le coup de fouet qui était bastonné sur eux, était posé sur eux, c'était pour leur rappeler que marchez vite, 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 tout ça parce qu'ils avaient peur. Ils craignaient les embuscades que nos ancêtres mettaient en place. Donc, en fait, les gens là ne sont pas venus chez nous. Ils nous ont pris, ils nous ont attaché les coups, ils sont partis comme ça, nous vendre. Non, non, non. C'était pas facile comme ça. C'était très compliqué. Tellement c'était compliqué que c'est ça même qui a arrêté la Crète. Ce n'est pas les Crétés que les Européens ont fait là. Non, 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 non. Ce sont les faussetés, c'est du mensonge. L'homme européen n'a jamais arrêté la Crète. Il a utilisé le papier pour se faire voir, pour se présenter comme étant le père qui vient sauver les enfants. Mais en fait, ce sont ces guerres qui se menaient sur le terrain, qui faisaient en sorte que les gens là, étaient obligés de se replier. Regardez le roi Zimba. Le roi Zimba, je suis sûr que c'est même lui qui partait dans les déserts là pour pouvoir attaquer les caravanes. Et il récupérait les ancêtres qui se sont échappés pour les amener à l'île Pata. Donc, à aucun moment, on s'est laissé faire. C'est grâce à cette résistance que les Nubiens ont fait, les Abyssins ont fait, Zimba. Le roi Zimba a fait, les Galas ont fait, le peuple de l'Éthiopie là, à l'époque il s'appelait Galas. Donc les Galas, les peuples nubiens, les peuples abyssins, le peuple de quoi encore là? De l'île de Pata, donc mené par Zimba. Mais du coup, ce sont eux qui ont menacé
les Arabes et les Européens. Ce sont eux qui ont permis la fin de la crête arabo-musulman caucasien. Ce n'est pas un papier qui a arrêté cette guerre. Ce n'est pas ça, c'est faux. Vous avez écouté la lecture tout à l'heure. Tout ce qui a été dit là, ce sont des résistances faites par nous-mêmes. Jusqu'à ils abandonnaient même nos ancêtres dans le désert parce que quoi, ils devaient fuir. À aucun moment, la crête s'est arrêtée sur une signature. Quand eux, ils étaient en train de faire leur signature, comme quoi ils mettaient les accords, parce qu'eux-mêmes, entre eux, ils se faisaient des guerres, que non, on va arrêter de faire la crête. Nous étions en train de mener une guerre sur le terrain. On était en train de faire des guerres. Et soi-disant, la crête, ils ont signé que ça doit prendre fin. Ils ont dit que personne ne doit plus être armé. C'est là où j'ai dit que c'est de la marmaille. Comment tu peux dire que personne ne soit armé? Pourtant, il y a le peuple agressé qui doit normalement s'armer. Mais ils disent que les marchands, les indigènes ne doivent pas avoir les armes. Mais il faut plutôt interdire les armes aux marchands parce que ce sont eux qui font la crête. Et autoriser les armes aux indigènes parce qu'eux, ils subissent la crête. Mais ils ont fait ça de telle sorte que nous puissions être à la merci des marchands. Parce que les marchands ne respectaient pas ce traité-là. Donc, en fait, la crête arabo-musulmane caucasienne n'a jamais été arrêtée grâce à ces gens-là. C'est nous qui avons imposé la fin de la crête à travers nos résistances. Les montagnes aussi ont protégé nos communautés. Les moustiques ont aussi protégé nos communautés. Voilà l'histoire, en fait. Les noms tels que les Nubiens, les Libassins, les Abyssins, autant pour moi, les Abyssins, les Galaxes, le roi Zimba. Et tout ce monde-là qui ont résisté là, ce sont des peuples autochtones. Ce sont eux qui ont arrêté la crête. J'espère que c'est bon. Et celui qui dira que non, les Noirs, ils ne font que subir, ils sont toujours en train de pleurnicher. Même ce que je fais là, c'est une résistance. On parlera de moi. On dira que j'ai été celle-là qui a éduqué sa communauté afin de pouvoir faire blocus, contrebalancer les projets des colons. Ah oui, oui. La résistance est continue. Et ils vont s'arrêter quand ils verront que nous sommes toujours en train de combattre, en fait. La résistance va faire tout, mais du coup, le combat va peut-être prendre une autre forme. À l'époque, c'était sur le terrain, avec des armes. Aujourd'hui, ça devient psychologique, avec des religions. Maintenant, c'est encore plus élevé, ça devient médiatique, avec les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. Voilà d'où le combat maintenant est dirigé. Donc, il est important donc, de connaître son histoire parce que c'est vraiment le levier sur lequel on s'appuie pour pouvoir prendre les décisions non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie, dans le monde du business, quoi. Parce que moi, je continue à vous dire, les gars, les reines, les rois et mes reines, soyez ce qu'on appelle entrepreneur. Soyez chef de votre entreprise. Parce que c'est le piège qu'on nous a tendu chez nous là, où ils ont créé la médecine, fait le concours pour aller à l'ENAM, être ministre, tout ça là, pour travailler pour eux. Cherchons à être des entrepreneurs, les chefs des entreprises, créer des entreprises. Soyez des businesswomen, des businessmen, des business kings, des business queens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule façon dont on pourrait s'imposer dans ce monde. Je vous ai montré le lac Victoria et ainsi que le Nil et la mer Rouge. Des grands géants qui y sont, ce sont des étrangers. Nous ne nous sommes pas.
Parce que nous sommes beaucoup plus concentrés dans l'affaire. Je veux être ministre. Quand ton enfant naît, tu es en train de projeter déjà que non, il doit être président de la République. Tu es en train de projeter déjà que non, il doit être premier ministre. Il doit parler beaucoup de langues. Tu l'éloignes même du monde économique. C'est là où les autres sont en train de préparer les enfants à continuer à être les géants de ces différents plans stratégiques tels que le Nil, le lac Victoria ainsi que la mer Rouge. Et ils sont en train de préparer les enfants à être des grands économistes, des grands women business et men business. Donc je vous invite à faire du business. Tu commences petit, tu as ton bout de terrain là. Commence à faire de la tomate, bien des légumes, je ne sais pas. Tu commences à gérer doucement, doucement là, tu grandis, tes revenus. Et soyez très stratégique en matière d'économie. Moi, le secret que moi j'ai compris dans l'économie, c'est l'épargne. Pour ne pas s'endetter, il faut beaucoup épargner pour réaliser. Dépenser moins, avoir plus d'ancré. Quand tu as plus d'ancré, tu dépenses moins, tu es capable de réaliser. Mais quand tu as plus d'ancré, tu dépenses plus, tu diminues tes chances de réaliser. Donc, si tu as par exemple 100 € le mois, par exemple, comme salaire, dans les 100 €, épargne 10 €. Arrange-toi que tous les mois, tu dois épargner 10 €. D'ici tel nombre de mois, tu auras peut-être une somme, peut-être que, disons, 10 mois, ça te fait peut-être que 10 fois 10, ça va te faire 100 €. Et que peut-être que le projet, c'est 50 €. Ça te fait un plus. Et maintenant, tu peux même encore ajouter un autre argent, peut-être des imprévus. Le jour que tu veux réaliser ton projet, tu prends un argent, je ne sais où, tu ajoutes dessus, tu réalises ton projet. En fait, ce que je vais dire là, pour être woman business ou bien king businessman, il faut juste faire de l'épargne. Mais pour ceux qui aiment aller faire les empreintes, là, aller emprunter de gauche à droite, là, moi, je ne conseillerais pas. Qui va lentement, va sûrement. Qui va lentement, va sûrement. Mais ceux qui veulent faire avec les prêts, c'est aussi avoir, ce n'est plus être souverain, hein. Tu seras dicté par quelqu'un parce que tu as pris son argent. Mais si tu es lentement, sûrement, tu épargnes, tu es capable de réaliser quelque chose à ton nom et tu es souverain. Cherchons la souveraineté dans tous nos domaines de notre vie. Non, c'est ça quoi. Devenons des entrepreneurs. Arrêtons de mettre dans les enfants, la tête de nos enfants que lorsqu'il a le bac, on veut qu'il soit ministre, il soit médecin. Quel salaire ils vont obtenir? Pour qu'ils vivent encore dans la misère comme nous? Mais non. Envoyez-les tous dans le business, dans l'économie. C'est là-bas que les géants se sont trouvés. C'est là-bas que tous ils sont. Et ils font bien ils s'enrichissent. S'ils ne s'enrichissaient pas, c'est qu'ils n'ont pas de base militaire à Djibouti. Mais parce que la route qu'on appelle l'eau qui circule là, la mer Rouge là, cette porte d'entrée là est une richesse énorme. Il y a tellement de choses qui circulent là qu'ils sont obligés d'avoir des bases militaires à Djibouti. Donc, et nous alors, on va laisser nos enfants être juste médecins, juste militaires, juste je ne sais pas quoi. Et un conseil, c'est ça qui m'est venu dans l'esprit aujourd'hui là le matin quand je me suis levée. Si vous faites du business là, ayez une armée privée. Une armée privée est très importante. C'est-à-dire une armée en technologie, donc avec des appareils, comment je peux dire, qui peuvent voir à distance, donc tout ce qui est technologie là, mais une armée privée pour sécuriser vos intérêts. Tu as tes hectares. Ne sois pas seul pour gérer tes hectares. Tes revenus créent une petite armée qui va te créer des robots. Donc, il y a des gens qui font dans le robotisme et tout ça là. Tu prends des personnes comme ça qui vont travailler dans ça. Et une petite armée qui va protéger tes intérêts. Tu as les yeux partout. J'ai dit, soyez des businesswomen et businessmen. C'est important. Sinon, là où les géants parleront, nous n'aurons pas de bouche pour parler. Et comme nous n'aurons pas de bouche pour parler, nous serons appelés à subir tout ce qu'ils vont prendre comme décision sur les différentes grandes routes stratégiques. On va subir. C'était ça ma conclusion aujourd'hui. Battons-nous, peu importe la quantité d'argent que nous avions.
Tu as combien? Tu épargnes, tu te donnes un objectif. Il faut toujours être objectif. Toujours. Tu te programmes, tu dis, bon, j'ai 6 mois pour atteindre telle somme. Et être businessman, ça demande beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Tu te projettes en fait. J'ai 6 mois pour épargner telle somme d'argent. Tu te prives de certaines choses, tu épargnes. Ok, j'ai atteint telle somme d'argent. Voilà ce que je veux. Tu veux acheter quoi? Des hectares? Allez, tu pars, tu prends cet argent, tu achètes ça, c'est le premier objectif atteint. Après, tu programmes encore un autre. J'ai dit le secret du business là. Pour ceux qui veulent être souverains, c'est l'épargne. Mais ceux qui veulent être dépendants des autres, allez prendre de l'argent, vous prêtez et vous commencez à rembourser. Là-bas, vous êtes plus souverain parce que vous dépendez de quelqu'un. Vous avez la pression quelque part pour que l'argent doit produire. Donc, si le business ne fonctionne pas, c'est encore une autre pression là-bas, le stress qui va s'ajouter. Mais si vous voulez faire des choses doucement et être souverain, pas seulement dire que l'Afrique doit être souverain. Nous-mêmes, dans notre vie personnelle, nous devions être souverains. Et la souveraineté en économie, c'est l'épargne. Ça, c'est pour moi, hein, je peux me tromper. Chacun a sa part d'idéologie dans l'économie. Je n'ai pas fait d'études économiques, mais j'analyse tout simplement. Pour moi, la souveraineté en économie, c'est l'épargne. Tu n'as pas besoin d'aller garder, tu gagnes quelque chose, tu gardes doucement le nombre. Et il ne faut jamais fixer un gros chiffre. Sinon, vous n'allez jamais arriver à aboutir votre projet. Il faut toujours donner, si par exemple, tu gagnes 500 € le mois, prévois au moins 50 € que tu vas épargner tous les mois. C'est petit, c'est minable, tu vas même négliger quand tu vas sortir les 50 €. À force de le faire, tu vas atteindre une somme qui va te permettre de réaliser avec le temps, avec la patience. Trop pressé aussi va te faire, tu vas échouer. Donc, soyons tous dans cette affaire-là. L'économie doit être le centre de tout Africain. Avant que tu ne rêves d'être président, je ne sais quoi, mets d'abord au centre l'économie. Tu dois avoir un business que tu gères toi-même personnellement. Les revenus de ça va te faire nourrir ta famille. Ce sera une entreprise familiale qui va employer des gens. Et n'oubliez pas l'armée. Aujourd'hui, la technologie qui a avancé. Tu peux avoir une petite armée. Dans l'armée, il y a des personnes qui s'occupent uniquement de contrôler tes biens que de te multiplier dans tous les domaines. Donc, l'épargne, l'armée ne doit pas manquer dans le business. Et c'est ce qu'eux, ils font. Hein. Quand ils ont leur bateau qui circule à la mer Rouge, là, ils ont des bases militaires à Djibouti pour protéger les intérêts. Donc, faire de l'économie, ça va aussi avoir une armée qui va protéger nos intérêts. Tu n'as pas d'armée, ça ne sert à rien. C'est pas seulement dire à nos gouvernements d'avoir une armée forte. Nous, les citoyens, le citoyen lambda, doit mettre dans sa tête que tu as un business que tu fais, prévoir dans l'avenir, quand le business va grandir, avoir une armée qui va sécuriser tes biens. Parce que si une guerre éclate, tu vas aussi couper. Et si une guerre éclate, que plusieurs citoyens dans le même pays ont des corps armés, vous allez soutenir l'État. Tout simplement. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Plusieurs, comment je peux dire, plusieurs formes de militaires sont là créées, mais c'est privé. Quand il y a guerre, tous partent pour soutenir l'État. Ça se voit ailleurs. Donc, soyons capables d'être ceux-là qui produisent et non que ceux qui consomment. Moi, j'ai dit, on est fatigué de seulement être médecin, être ministre, être maire. Ce sont des postes que quand les gens regardent, ils pensent qu'ils sont trop supérieurs. Mais en fait, devant une économie, celui qui gère la mer Rouge là, avec son bateau, tu es petit. Parce que lui, il a le cap. C'est qu'on dit au Cameroun, l'argent. Il t'éteint. Tu es petit. Il te donne là, sur ton visage, poum, 1 milliard, tu changes d'avis. Tout de suite. Entre ça et être celui-là qui a des milliards, c'est quoi? Je préfère avoir les milliards. Donc, sur ce, je voulais terminer sur cela, en fait, pour qu'on comprenne l'importance de ne plus chercher à travailler pour les autres, mais d'être son propre chef, quoi. C'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'hypocrisie, non, c'est question de soulever notre continent,
de nous élever tout simplement, de ne plus consommer, mais de produire. De rien, de rien. Kem, ce sont les petites notions. Moi, je n'ai pas fait l'économie, hein, loin de là. Je ne suis personne. C'est que dans la vie, il y a des astuces qu'on développe et après, voilà, on peut mettre ça au niveau grande échelle, quoi. Surtout nous les femmes là, il faut demander à vos femmes comment elles font, surtout les vraies femmes, hein, comment elles font, comment elles gèrent l'argent. Vous regardez seulement comment elles gèrent l'argent, les vraies femmes là, et prenez le modèle là pour le reproduire. Vous allez faire les merveilles. On va vous regarder, on va dire que vous avez l'argent et pourtant, c'est le secret là qui t'a fait, tu deviens comme tu es là, tout simplement. Il n'y a pas de magie dans ça. Donc, merci beaucoup d'avoir tapoté élu de mes ancêtres. Merci à Kem qui est monté pour le dialogue et d'autres aussi qui sont montés, Mélanco et qui est encore là. L'ancêtre a checké. Son nom là me fait toujours rire. Les gens ont le nom, ça c'est TikTok. Hein. Merci à toutes mes reines qui ont tapoté et partagé le live, qui sont restés là pour écouter. J'ai dit que le nom, l'ancêtre a checké. Donc lui, il a cherché les noms. Il n'a pas vu un autre nom que l'ancêtre a checké. Mais lui, l'ancêtre a checké même à qui? Je lui ai dit que quand tu viens dans mon live, ne me lance pas la checker, lance seulement soit le tapotage, soit les cœurs et les lives, les cadeaux. Mais lui, lance seulement la checker. Son nom là, chaque fois que je le vois, il me rappelle seulement cette affaire la checker là. Donc, merci beaucoup d'avoir soutenu le live. Votre présence a permis à ce que une bonne partie de notre communauté a écouté l'histoire d'aujourd'hui. Merci. N'hésitez pas à venir soutenir le live pour que ça puisse aller loin. C'est très important. Raison pour laquelle moi, je n'hésite pas de monter sur les lives quand j'ai l'occasion et d'enrichir des lives. Il faut soutenir des lives qui sont là pour nous inscrire et élever notre continent. Donc, sur ce, merci encore. Zenon, ah oui, tu es parti. Merci pour ta participation. Tu es venu enrichir avec des recherches que moi, je ne pouvais pas faire parce que mon ordinateur, là, ça me dérange un peu. Mon autre téléphone aussi, c'est déjà mort. Donc, ça a perdu l'âme. Je n'avais plus quelque chose d'utilisé pour prouver certains trucs. Donc, tu m'as aidé et je te dis merci. Et pour tes interventions aussi, je te suis dit aussi merci. Tu m'as facilité la tâche et j'ai compris à travers tes recherches ce que je cherchais dans ma tête. Parce qu'en fait, je n'aime pas sortir du live et faire des recherches. J'aime quand je fais le live, au même moment, je fais des recherches et ça me permet de comprendre directement. Donc, n'hésitez pas de venir monter. C'est pas seulement monter signifie que non, tu m'écris, non. Tu peux monter, tu peux aider. Et c'est important, on a besoin de ça. Comme tapoter aussi, on a aussi besoin des gens qui vont participer dans le live. Donc, n'hésitez pas de participer dans des lives où on instruit. N'hésitez pas quand vous avez l'occasion. Bon, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle soirée. On se dit dans des lives de d'autres guerriers et guerrières. Donc, je veux aussi soit intervenir si possible. Au top à tous. Merci encore une fois de plus. Vous passez une très belle soirée.